Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire en direct, bienvenue sur Décryptage. Et parmi les secteurs touchés par la crise, la filière aéronautique a connu cette année, on le sait, une année particulièrement difficile et a fortement subi les impacts de la Covid-19. Alors nous allons évoquer sur ce plateau les résultats de l'enquête réalisée par l'Observatoire paritaire de la branche métallurgie et l'UMM Occitanie sur l'évolution des besoins en compétences des entreprises industrielles dans la filière aéronautique et spatiale, en compagnie de nos invités qui nous font le plaisir de s'être déplacés. Ils viennent d'Occitanie et sur ce plateau, ils vont en direct répondre à toutes vos questions. J'aurai le plaisir d'accueillir dans quelques instants Marie-Laetitia Desrobert, qui est senior partner chez BIP BDO. C'est elle qui a réalisé l'enquête avec son équipe. Elle nous fera part des résultats de cette enquête qui est très attendue. Donald Frati, qui est directeur des ressources humaines chez Airbus Opération France, nous fera également le plaisir d'intervenir en duplex pour nous donner sa vision, son éclairage sur la filière, bien sûr. Patricia Koch sera également avec nous en plateau. Elle est directrice opérationnelle Campus des métiers et des qualifications excellence de l'aéronautique et du spatial. Puis enfin, Christine Vauvan nous fera également le plaisir d'être en plateau. Elle est directrice générale Transition Pro Occitanie. Mais pour démarrer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir mes deux premiers invités qui sont en plateau et qui vont introduire ce webinaire. Bonjour Hugo Douard. Bonjour. Hugo, vous êtes directeur délégué à l'emploi et la formation à la région Occitanie. Merci d'intervenir pour ouvrir ce webinaire. Merci pour votre invitation. Plaisir. Également avec nous, Christophe Abella. Bonjour Christophe. Bonjour David. Christophe, vous êtes directeur emploi formation à l'UMM Occitanie. Et je crois savoir que vous êtes à l'initiative de cette étude. Ou alors, voilà, on va rester modeste, l'un de ceux qui sont à l'initiative de cette étude. La première question s'adresse à vous. Pourquoi avoir choisi de mener cette étude? Quand est-ce que cette idée a germé? Alors, il faut faire un petit retour en arrière, ouais. et se rappeler que voilà, on sort du premier confinement. Et on comprend que la filière aéronautique est durement touchée et que ça va durer un moment. Donc, on en déduit que les priorités des entreprises au niveau RH vont certainement bouger. Donc, c'est là qu'on prend l'initiative d'aller les réinterroger pour d'essayer de capter l'évolution des besoins en compétences avec l'impact de la crise. Au plus fort de la crise, déjà, donc cette idée arrive en disant on va guider la filière sur les besoins qui vont changer. On est déjà dans l'idée de préparer le rebond. Ouais. Et j'imagine qu'on ne fait pas une étude tout seul, vous travaillez de concert avec plusieurs organisations. Racontez-nous comment ça s'est organisé tout ça. Non, bien sûr, c'est partenarial. Cette étude, elle a été déjà réalisée dans le cadre de l'Observatoire de la métallurgie, donc, qui est paritaire, avec nos partenaires sociaux. On a été soutenu par l'OPCO2I et évidemment, on a le cabinet BIP BDO qui a mené l'étude. On va en parler tout à l'heure avec ce cabinet. Hugo, comment s'est enclenchée cette collaboration avec ce projet? Comment la région s'est emparée du sujet? Alors d'abord parce que nous sommes partenaires de l'UMM Occitanie, ouais. Et puis pas besoin de rappeler l'importance de la filière aéronautique et spatiale en Occitanie, elle est évidemment majeure. La région Occitanie soutient les entreprises de la filière. Au moment de la crise Covid, en juillet 2020, on a adopté un plan de soutien à la filière. Il était pour nous tout à fait naturel d'être embarqué dans cette étude. Alors comment justement vous vous emparez du sujet? C'est-à-dire que comment cette étude, vous compilez les résultats et que vous en faites votre propre analyse, votre propre politique? À quoi ça sert ce genre d'étude lorsqu'on est à la région et qu'on doit décider de politique publique? Alors elle nous permet de bien comprendre, de bien avoir une analyse fine des besoins en compétences des entreprises. Au moment où on adopte le plan de soutien à la filière aéronautique et spatiale, on a besoin de bien cerner quelles sont les formations et quels sont les contenus de formation qui doivent être financés par la région, notamment pour les demandeurs d'emploi. Quand on soutient des TPE, PME de la chaîne de sous-traitance aéronautique, on a besoin aussi, dans l'esprit de former plutôt que licencier, c'est-à-dire d'essayer de mettre à profit, entre guillemets, la période de crise pour miser sur la formation, miser sur la montée en compétences des salariés. On a besoin de bien cerner les besoins des entreprises. Donc l'étude, elle est là pour ça et c'était très, très utile. Elle vous alimente, du coup, pour vos réflexions? Pour ajuster au mieux les politiques publiques de la région. Ouais, c'est important, surtout en cette période. Il faut ajuster, il faut viser juste. Mais alors justement, est-ce qu'on vise juste avec une étude qui a été faite, voilà, qui a été commandée, on va dire, au plus fort de la crise, qui s'est faite sur plusieurs mois, et qu'aujourd'hui, on a des résultats qui semblent intéressants, mais dans un contexte qui évolue beaucoup, Christophe, est-ce qu'on est encore serein sur les résultats de l'étude?
Oui, on est encore serein. Pourquoi? Parce que déjà, par rapport à la robustesse de l'enquête, le travail qui a été mené par Marie-Laetitia Desrobert du cabinet BDO a été vraiment de très grande qualité, avec une réponse des entreprises qui ont été vraiment mobilisées. Donc, elle en reparlera certainement dans la suite. Je lui poserai la question. Vous lui poserez la question. Les entreprises ont répondu massivement, donc ça rend l'enquête robuste. Et deuxième chose, cette enquête a pour vocation à être mise à jour chaque année. Donc on est en train de travailler sur la prochaine édition dans le cadre du campus des métiers des qualifications aéronautiques et spatiales, avec notre observatoire régional des compétences industrielles. Donc c'est pour ça qu'on est assez confiant. Ok, très bien. Et bien, du coup, on va découvrir cette étude. Je vous propose, messieurs, de découvrir la première partie de cette étude sur l'état des lieux de la filière. Une pastille vidéo, reportage, et on se retrouve juste après avec nos invités qui vont décrypter l'état des lieux de la filière. A tout de suite, et vous pouvez encore poser vos questions sur la plateforme de webinaire. Nos invités vont y répondre tout à l'heure en direct. A tout de suite. Cette étude est la première année d'une observation de la filière aéronautique et spatiale en Occitanie. Elle avait été décidée avant la crise de la Covid et elle prend, dans le contexte particulier de la crise économique, une couleur singulière. Il s'agit d'observer, d'anticiper l'évolution du besoin en emploi et en compétences de l'ensemble des établissements du territoire. Alors, elle a suscité un grand intérêt auprès des établissements puisque près de 40% d'entre eux ont répondu à cette enquête, qui est une enquête assez consistante. Et elle est donc extrêmement robuste et représentative du tissu industriel local, avec 3 cercles, je dirais, d'acteurs qui sont très représentés dans l'échantillon. À la fois les établissements de la construction aéronautique et spatiale, qui représentent 20% des répondants et de l'ensemble de ce que je vais donc vous présenter. Puis les équipementiers de rang 1 et sous-traitants de rang 1, qui représentent 45% des répondants. Et enfin, l'ensemble de la chaîne de la filière, finalement, jusqu'au plus petit maillon, l'ensemble de la chaîne de sous-traitance, qui représente 35% des réponses. La filière a été très fortement touchée par la crise économique consécutive à la Covid. 96% des établissements nous disent avoir connu une forte baisse de leur chiffre d'affaires. Pour 75% des établissements, celle-ci a été de plus de 25%, qui est, par rapport à la période précédente, plutôt de croissance et de bonne dynamique du secteur, vraiment une rupture économique et business extrêmement forte. Alors, la plupart de ces établissements, également 3 établissements sur 4, anticipent une crise longue. Et c'est ce qui fait la caractéristique, la particularité de cette rupture, parce que non seulement elle est abrupte et d'une ampleur incroyable, mais en plus, elle est anticipée comme durable. Dans ce contexte, les aides de l'État ont eu un rôle crucial, puisqu'elles ont permis pour 50% des établissements de protéger, à tout le moins en décembre 2020, date à laquelle nous les avons interrogés, de protéger l'emploi. Néanmoins, pour 40% des établissements, elles n'ont pas été suffisantes compte tenu de l'ampleur de la crise. Bien sûr, elles ont été utiles, mais elles n'ont pas été suffisantes pour limiter les licenciements. Face à l'ampleur de la crise, en fait, seuls 30% des établissements ont réussi à maintenir l'emploi, qu'il s'agisse à la fois de leurs effectifs intérim ou de leur emploi salarié en propre. De fait, 50% des établissements, donc un établissement sur 2, a fait le choix, a été contraint de réduire, et souvent de 100%, leurs effectifs d'intérimaires. Et 60% des établissements, ce qui est vraiment colossal, 60% des établissements ont connu des baisses d'effectifs, ont dû se résoudre à des baisses d'effectifs, souvent de 10 voire 20% de leurs salariés. C'est le cas de 20% des établissements qui ont réduit en 2020 de 20% leurs effectifs. Et si on se projette un an plus loin, en 2021, 30% des établissements envisageaient à nouveau de devoir réduire leurs effectifs. La crise économique a finalement 2 répercussions. D'une part, elle limite la visibilité sur l'activité, bien sûr, et par ailleurs, elle a stimulé l'innovation. Et dans ce contexte, du coup, les entreprises ont réagi de 2 manières. Certaines, c'est le cas d'un établissement sur 3, ont décalé leur calendrier de réalisation de leurs objectifs stratégiques. D'autres, et c'est la majorité des cas, il s'agit d'un établissement sur 2, ont modifié significativement ses priorités. Vraiment, la Covid et l'amplitude de la crise les conduisent à modifier leurs orientations, et notamment 2 établissements sur 3
ont décidé de s'orienter vers une diversification de leur activité hors de la filière aéronautique et spatiale. Par ailleurs, un tiers des établissements envisagent de rechercher des leviers d'agilité pour mieux conduire et adapter avec souplesse leur activité. Et les décisions d'investissement ne sont pas en reste non plus, puisque 25% des établissements envisagent de mettre la priorité sur du renouvellement de capacité, parfois classique, une modernisation, c'est le cas notamment de la filière de sous-traitance, et 25% autres des établissements envisagent de mettre la priorité sur des investissements de technologies de rupture dites 4.0. La forte implication des établissements dans cette enquête a permis aussi de réaliser des zooms territoriaux, puisqu'on dispose de suffisamment de réponses pour pouvoir traiter l'information en respectant le secret statistique. 3 zooms territoriaux, 3 territoires ont pu être distingués, à la fois Toulouse, les Hautes-Pyrénées et puis l'ensemble du reste de l'Occitanie. Concernant Toulouse, eh bien, c'est un territoire qui a été très fortement touché par la crise. On connaît l'implantation forte des donneurs d'ordre et de la tête de filière sur cette zone toulousaine. 80% des établissements ont connu une baisse de chiffre d'affaires de plus de 25%, ce qui est vraiment très fort. Et du coup, seul un tiers des établissements de la zone toulousaine ont pu maintenir leurs effectifs stables. Leurs priorités stratégiques sont du coup tout à fait logiques: améliorer la performance, gagner en marge de manœuvre financière. Et côté compétences, il s'agit donc d'améliorer, de renforcer l'amélioration continue et l'agilité. Les Hautes-Pyrénées ont été proportionnellement ou comparativement moins touchées par la crise de la Covid. 50% des établissements ont néanmoins connu une baisse de plus de 25% de leur chiffre d'affaires, mais 70%, et ça c'est vraiment un résultat fort, 70% des établissements du territoire sont parvenus à maintenir les effectifs constants. Les priorités stratégiques dans ce territoire où on a plutôt des équipementiers et des sous-traitants sont de se diversifier en dehors du secteur aéronautique et spatial, d'investir dans l'outil de production, très, très fortement, et puis de gagner en agilité et en polyvalence des compétences. De ce fait, l'expression des besoins en matière d'évolution des compétences porte surtout sur la continuité numérique produit, l'acquisition de compétences en cybersécurité et tout ce qui est formage, usinage innovant. Les établissements du reste de l'Occitanie ont été les plus durement touchés par la crise économique liée à la Covid. 100% d'entre eux déclarent avoir perdu plus de 25% de leur chiffre d'affaires et du coup avoir été contraints de réduire leurs effectifs, là aussi à plus de 25% pour 60% d'entre eux. Concernant leurs priorités stratégiques, ils affichent encore du dynamisme, notamment ils souhaitent en priorité dans le top 5 investir dans leur outil de production et point vraiment caractéristique, développer un outil de production et une production plus verte et engager donc leur transition écologique. C'est le cas pour un quart des établissements et cela marque leur volonté de préparer le rebond malgré la crise. Et voilà pour ces premiers éclairages sur l'état des lieux de la filière. Et nous avons le plaisir d'avoir en plateau Marie-Laetitia Desrobert. Bonjour Marie-Laetitia. Bonjour David. Je rappelle que vous êtes senior partner chez BIP BDO. Marie-Laetitia, on l'a vu dans le reportage, beaucoup d'enseignements sur cette étude. Est-ce que vous avez senti, vous, dans cette étude que vous avez menée, une résignation de la part des professionnels? Est-ce que vous avez senti de la mobilisation? Parlez-nous un peu de votre ressenti pendant cette étude, au plus fort de la crise, on le rappelle. Tout à fait. Bien, les entreprises de la filière aéronautique et spatiale en Occitanie, en fait, ont fait preuve d'une vraie mobilisation. On le ressent tout d'abord par le taux de retour. 40% des établissements sollicités ont répondu. C'est un bon taux de retour, ça? C'est un excellent taux de retour. En général, on est plutôt autour de 20%. Une vingtaine de pourcents, donc on est très très haut. Et c'est vrai que lorsqu'on les a rappelés pour accompagner évidemment cette enquête, souvent on a eu un très bon accueil. Par manque de temps, ils n'avaient pas toujours répondu et donc ils l'ont fait lors de notre appel. Après le petit rappel. Exactement. Et du coup, ça dit quoi, cette mobilisation, ce taux de réponse? Ça dit une filière ou des entreprises tout à fait conscientes de leur responsabilité au cœur de la crise. Et puis qui sentent que lorsqu'un dispositif collectif est mis en place, eh bien, il faut y répondre pour avoir une vision collective filière. Donc une filière mobilisée en fait en responsabilité très clairement et donc pas du tout défaitiste, mais plutôt qui avance et qui va de l'avant. C'est positif.
Ils vont de l'avant. Ils vont de l'avant. On va aller de l'avant et on va passer en revue les différents grands enseignements, puis on va essayer de prolonger au travers de mes questions. Marie-Laetitia, on l'a vu dans la vidéo, 96% des sociétés ont vu leur CA baisser, dont 75% des sociétés ont fait face à des diminutions de leur chiffre d'affaires de plus de 25%. Est-ce qu'on sait identifier les typologies d'entreprises, Marie-Laetitia, qui ont été le plus touchées ? Alors tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on évoque ce chiffre de moins de 25%, mais il faut se rendre compte que toute une partie du tissu industriel local a perdu plus de 50% de son chiffre d'affaires. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Alors, au-delà de 50%, il y a un petit effet très petites entreprises. Mais quand on regarde l'impact pour celles qui ont perdu moins de 25%, il n'y a pas d'effet de taille. Ouais. Ce qui joue le plus, c'est en fait le positionnement dans l'activité, et notamment les entreprises qui étaient sur le spatial ou dans l'aéronautique militaire ont pu davantage amortir la crise que celles qui étaient beaucoup plus exposées dans l'aéronautique civile. Donc c'est plutôt ce point-là qui joue. Et comme on l'a vu, du coup, ça a des répercussions territoriales, puisque le tissu local a des spécificités industrielles. Ouais. Donc le Toulousain a été du coup de ce fait un petit peu plus touché que les Hautes-Pyrénées, où il y a plus de sous-traitants de rang 1, des équipementiers de rang 1 qui sont aussi positionnés sur le militaire et sur le ferroviaire. Donc cette portion du territoire a été un peu moins exposée à la crise. On sent une interconnexion forte dans les bassins d'emploi quand même. On sent vraiment qu'il se passe des choses qui sont cohérentes par bassin d'emploi. Et c'est ce que vous avez pu constater, notamment dans le retour qu'on voit sur la vidéo. Tout à fait. L'impact, c'est celle d'une crise mondiale qui affecte le transport aérien et par répercussion l'aéronautique. On est un peu pareil que son voisin, finalement. Exactement. Ouais. Est-ce que la filière a déjà connu, Marie-Laetitia, d'autres crises de la sorte ? Peut-être pas aussi dures, mais des crises qui pourraient ressembler à ce qui se passe. Et est-ce que, si oui, la filière a pu se relever ? Alors, la filière a pu se relever, mais voilà. Il n'y a jamais eu une crise d'une telle ampleur dans les décennies récentes. Le transport aérien subit des crises, des à-coups, que ce soit météorologiques ou sanitaires, mais souvent sur une plaque territoriale localisée. Si on reprend la crise du SRAS en 2003 en Asie, elle était localisée à la plaque asiatique, ce qui fait que ça a eu peu de répercussions, voire pas de répercussions selon les marchés, sur la filière aéronautique en tant que telle. En revanche, cette fois-ci, et donc en 2008, on a eu une autre crise qui n'avait rien à voir avec du sanitaire, une crise financière puis économique, qui a eu un impact sur le niveau d'activité globale, sur le trafic aérien, et comme elle était systémique, mondiale, elle a eu une nette répercussion. C'était un premier coup de semonce pour la filière aéronautique. C'est ce qui ressemble de plus proche à ce qu'on vit aujourd'hui. Exactement. Alors, comment la filière avait rebondi par plusieurs points, certains communs, certains différents par rapport à la situation d'aujourd'hui. Point commun, pour partie, c'était effectivement un certain nombre d'appuis de financement public, que ce soit à l'échelle nationale ou régionale. La région, on l'a entendu tout à l'heure, est très présente pour soutenir la filière et c'est souhaitable et nécessaire. Mais en 2008, on avait eu la possibilité, ce qui était quelque chose de très favorable, de relancer de grands programmes comme l'A400M, l'A350, qui ont permis en fait de redynamiser, de redonner, de remplir les carnets de commandes et de relancer la filière. On est moins dans cette configuration, on en reparlera tout à l'heure, il y a d'autres choses, mais il n'y a pas cette perspective de nouveaux grands programmes aéronautiques dans la crise d'aujourd'hui. Et alors, on l'a vu, il y a eu de la croissance pendant 2 années, pendant plusieurs années, d'une croissance qui est des recrutements dans la filière, et puis voilà, il se passe ce qui se passe, avec l'activité qui baisse. Est-ce que les derniers emplois sont les plus menacés dans la filière, Marie-Laetitia ? Alors, réponse non, pour plusieurs raisons. D'une part, l'aéronautique va rebondir, va repartir, donc on est sur une crise durable en termes d'emploi, mais néanmoins, l'essentiel, c'est de garder ces talents qui sont de vraies pépites pour les entreprises, souvent chèrement acquis, et qui portent, les derniers recrutements, en fait, ils portent sur les compétences nouvelles nécessaires pour les années suivantes. Donc en fait, c'est vraiment, les entreprises vont être plutôt protectrices de ces nouveaux recrutements qu'elles ont réussi à faire, préserver autant que possible, et c'est la raison pour laquelle les dispositifs publics sont nécessaires pour permettre la résilience en termes de trésorerie ou autre, traverser la crise. Mais le capital qui permet de rebondir, on l'a vu dans le reportage, c'est l'investissement sur l'outil de production, mais c'est aussi l'investissement sur les ressources humaines. Donc les derniers arrivés, lorsqu'ils correspondent aux compétences futures, ils restent. Ils restent.
N'hésitez pas, hein, je le rappelle, à poser vos questions. Marie-Laetitia est un livre ouvert. On peut lui poser plein de questions. Elle a étudié pendant des mois le sujet. Donc si vous voulez qu'elle regarde dans sa boule de cristal pour vous donner ses grands enseignements sur la suite, et elle est très positive sur la suite, Marie-Laetitia, je le sais, n'hésitez surtout pas. On est là pour ça. Alors peut-être une petite réaction du coup. Pas de boule de cristal, c'est BitBDO. Justement, et c'est ce qu'a rappelé Christophe Abella en introduction, en fait tous ces travaux reposent sur des enquêtes de terrain, donc une capillarité avec les entreprises, sur des analyses, on fait beaucoup de prévisions, de modèles économiques, sur les flux de trafic, etc., qui permettent en fait effectivement de dégager une vision, mais une vision qui est robuste, qui est construite. Pas de boule de cristal, je retire. Pas de boule de cristal. Je retire. Est-ce que... Et c'est un travail d'équipe, je me permets du coup encore de l'ajouter. Donc chez BitBDO, il y a toute une équipe, hein, même plusieurs partenaires, Pascal Marlier, Pierre Cavé, et puis tous ceux qui, avec moi, ont réalisé cette étude. Nathalie en particulier. Qui fait référence, hein, on le rappelle. Est-ce que dans cette étude, on ressent qu'il y a des orientations stratégiques, Marie-Laetitia, qui ont permis de limiter la baisse du CA? Alors, comme ça, je pense au spatial, je pense à la défense. Est-ce qu'on sait, identifier l'évolution du CA sur ces périmètres-là? Alors, quand on a affaire à une crise d'une telle ampleur, en fait, c'est un scénario presque extrême, dont la probabilité d'occurrence est extrêmement faible. Donc, des moyennes entreprises et même des grands équipementiers n'ont pas forcément prévu, si vous voulez, adapter leur stratégie à la réalisation d'un tel scénario peu probable. Les très grands ont des scénarios, une habitude de gérer les scénarios de crise. Donald Frati, vous nous en parlera tout à l'heure, j'imagine, Airbus. Mais dans les moyennes entreprises, on ne peut pas considérer que ça relève d'un test stratégique. En revanche, les entreprises sont préparées ou vivent, apprennent, lorsqu'elles font face à une crise d'une telle ampleur, à gérer la crise. Donc on est plus sur une situation de gestion de crise, et comme on l'a vu dans le reportage tout à l'heure et dans l'enquête, très clairement, elles ont réagi en responsabilité, elles ont compris, elles ont analysé, et elles ont modifié leurs options stratégiques. Donc c'est pas tant une anticipation dans la stratégie de cette crise, mais c'est plus, une fois qu'on est dedans, une responsabilité, une réaction en modifiant les choix qui étaient faits en fonction des données du contexte, autant qu'on était capable d'en avoir. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des effets pervers à cette réaction, peut-être à chaud? C'est-à-dire que lorsqu'on change sa stratégie et on voit que des établissements cherchent à peut-être se diversifier, à peut-être faire évoluer la stratégie. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des effets pervers lorsque tout va reprendre, lorsque le civil va reprendre? On n'aura plus de main-d'œuvre sur le civil parce qu'on sera sur le spatial, sur le militaire. Alors, la filière aéronautique reste une filière extrêmement attractive, du point de vue déjà du métier lui-même. Donc il y a un certain nombre de collaborateurs qui ont juste cette passion de l'aéronautique ou du spatial et qui souhaiteront, et d'entreprises évidemment, qui souhaiteront rester dessus. Donc je pense qu'ils seront, dès qu'il y aura un regain d'activité, ils resteront mobilisés. Donc elle est attractive sur le fond, je dirais, elle est attractive sur la forme. C'est une activité qui reste rémunératrice. Et donc c'est peut-être plus la question des sous-traitants. Certains sous-traitants pourraient effectivement avoir performé d'une certaine manière pour se diversifier sur d'autres secteurs et être au maximum de leur capacité. Je pense qu'ils anticipent justement, s'ils ont réussi à progresser sur d'autres marchés, ils recherchent dès aujourd'hui comment ils vont pouvoir répondre aux besoins de demain. Mais un certain nombre de sous-traitants, eux, sont en sous-capacité. Et donc, ils attendent effectivement de pouvoir cette reprise du secteur aéronautique civil pour répondre en fait aux attentes notamment des donneurs d'ordre. Et sur ce point, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir un petit peu anticiper sur les attentes, de sorte que, par exemple, que ce soit des compétences technologiques nouvelles qui seront attendues dans 18 mois, 2 ans, même si les donneurs d'ordre n'ont pas toujours une pleine visibilité sur les spécifications techniques qui seront celles de demain, ils peuvent donner des orientations qui permettent aux sous-traitants de se préparer à ces nouvelles compétences, ou alors sur d'autres domaines que sont des standards comme le niveau de cybersécurité, de certification cyber. Bien sûr, tous ces points, les sous-traitants peuvent progresser et lorsque les carnets de commandes vont repartir, ils seront présents, ils répondront. Est-ce que, alors on sait que c'est dur, on ne va pas se voiler la face, néanmoins, est-ce qu'on est dans une phase d'opportunité pour la filière, pour les sous-traitants, pour les PME, pour les plus grands groupes, de progresser, de se diversifier, de faire de l'innovation? Est-ce qu'on est là? Alors, c'est effectivement ce que je viens un petit peu d'expliquer, notamment sur cette question de la cybersécurité, sur un certain nombre de compétences. De fait, certaines entreprises, notamment des PME, vont réussir ou vont tenter des programmes, des projets de diversification hors secteur aéronautique.
les business models ne sont pas toujours simples, en fait. Donc, celles qui vont réussir poursuivront. Mais souvent, en tout cas, le tissu économique nous l'a dit, parfois ils ont déjà essayé, ils n'ont pas attendu la crise. Il faut faire attention quand même. Dans ces opportunités, il faut peut-être pas aller tous azimuts. Dans ces opportunités, certaines vont vont pouvoir se maintenir dans le temps. D'autres ne trouveront pas, en fait, d'issue positive. On va parler RH tout à l'heure, avec les besoins en emploi en formation. De votre viseur à vous, quels sont les investissements RH qui vont être nécessaires, qui sont prévus pour surmonter cette épreuve? Alors, ce qui est un point clé, très clairement, c'est la formation et les qualifications, les compétences, notamment sur toutes ces compétences nouvelles qui sont attendues, du fait des nouveaux matériaux, du fait de l'augmentation de l'électrification des vecteurs. Donc, vraiment, il y a une évolution des compétences, donc ça nécessite un investissement en formation, ça nécessite tout un travail aussi de mobilité professionnelle, notamment s'il y a un projet de diversification ou de passage plus de l'aéronautique civile vers le militaire. Donc on voit bien qu'il y a toute la question des mobilités et souvent de la polyvalence ou de l'hybridation des compétences. Donc là, on est sur le sujet gestion, anticipation du besoin en ressources, très clairement, mais aussi parfois recrutement. Recrutement parce qu'on a fait le parallèle avec la crise de 2008, je le disais. Aujourd'hui, nous n'avons pas dans la filière aéronautique de lancement de nouveaux grands programmes. En revanche, on le sait, il y a toute la question de la transition écologique de la filière aéronautique et spatiale, qui est un enjeu de court, moyen, peut-être même long terme. Et pour celui-ci, pour le coup, il y a beaucoup d'évolutions. Donc là, il y a des compétences nouvelles qu'il faudra recruter aussi. Et raisonner aussi, travailler sur le management, l'innovation managériale pour réussir tous ces défis. Est-ce que vous avez un point de vue sur, ou est-ce que les entreprises ont un point de vue sur les aides de l'État? Comment ça a été perçu, ces aides de l'État? Est-ce que ça a été efficace? Tout à fait. Les aides de l'État ont été efficaces, les entreprises l'ont dit. Pour un certain nombre d'entre elles, elles ont permis de préserver l'emploi, d'éviter. Pas toujours suffisamment. Certaines ont dû néanmoins recourir à des licenciements. Mais ce qui est clair, on a fait un autre travail pour l'OPCO2I, une autre mission sur l'impact de la crise de la Covid sur l'ensemble des secteurs industriels au grain des territoires d'industrie. Et on a pu le montrer statistiquement. En fait, si on compare, je dirais, l'impact de la crise de 2008 pour 1 million d'heures non travaillées en 2008 versus 1 million d'heures non travaillées en 2020, eh bien, l'incidence sur l'emploi, c'est-à-dire les pertes d'emploi, est réduite de moitié. D'accord. Donc les aides... Donc ça a servi quelque chose. Exactement. La massivité des aides, qu'elles soient nationales, régionales, la mobilisation des filières a permis vraiment, à ampleur de crise similaire en intensité, pour une même intensité, de réduire l'impact emploi. Alors par contre, la comparaison s'arrête là entre les deux crises. Elles n'ont absolument pas la même nature. Donc du point de vue économique, c'est qu'à titre, je dirais, pédagogique que nous avons fait cette comparaison. Eh bien, c'est intéressant. Merci Marie-Laetitia. Vous restez avec nous. On va accueillir Donald Frati, qui est avec nous en duplex. Restez avec nous. Vous pouvez intervenir quand vous voulez dans cet échange. Bonjour Donald, est-ce que vous nous entendez bien ? Mais parfaitement, et merci de m'accueillir à distance. Eh ben avec grand plaisir. On a plein de questions à vous poser, Donald. Je rappelle que vous êtes DRH de Airbus Opération France. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Oui, bon, et j'ai été pendant toute cette période également DRH de l'ensemble du groupe pour la France, ce qui m'a permis d'avoir, je dirais, la vision d'ensemble sur les impacts de la crise que vous évoquez. Et c'est pour ça que qui est effectivement différencié suivant les secteurs d'activité, parce que comme l'évoquait Marie-Laetitia Robert, c'est vrai que des secteurs avec des clients publics ou parapublics, que ce soit le spatial, le monde de la défense ou même le monde des hélicoptères, a été plutôt moins impacté par cette crise que l'aéronautique civile, évidemment. Donald, est-ce que ce type d'études alimente votre réflexion sur vos prévisions RH? Alors j'imagine que vous avez des études aussi internes, mais peut-être que l'intégralité des études vous oriente différemment dans vos choix, dans vos stratégies? Alors, je ne dirais pas les choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que compte tenu de la taille d'Airbus, pour rappel, Airbus, simplement pour ne parler que des avions commerciaux, c'est de l'ordre de 30 000 salariés en France et de l'ordre de 25 000 sur le bassin toulousain. Je rappelle que les sites de Toulouse d'Airbus, c'est le premier site industriel de France, toute industrie confondue. Donc évidemment, nous avons nos propres études, à la fois d'évolution des marchés et puis à la fois d'études RH sur l'évolution des compétences et des besoins associés en formation et en recrutement.
En revanche, ce qui est clair, c'est que ce type d'études que vous nous présentez aujourd'hui est chargé d'enseignement sur les besoins de la filière, sur la supply, comme on dit, c'est-à-dire toutes les entreprises qui gravitent autour des donneurs d'ordre et qui font que l'on est capable de produire les avions ou même de les concevoir. Je rappelle que pour un emploi chez Airbus, on a à peu près sur la région 4 à 5 emplois qui n'appartiennent pas à Airbus et qui sont dans le domaine de la supply chain, sur des ETI, des PME. Et il est important de connaître la sensibilité en termes d'emploi de toutes ces entreprises. Donc oui, cette étude est extrêmement précieuse. Ouais. Et alors, Airbus a un rôle prépondérant dans la région. Il est inutile de le rappeler. Du coup, ce que vous allez nous dire et ce que vous nous dites aujourd'hui est très, très riche pour toute la chaîne, tous les sous-traitants, toute la supply chain qui nous écoute aujourd'hui. Donc, je suis ravi de vous interroger et merci d'avoir encore une fois accepté cette invitation, Donald. Est-ce que cette crise a drastiquement changé votre stratégie chez Airbus ? Je ne sais pas si je dois répondre comme ça. Comme l'indiquait Marie-Laetitia Desrobert, c'est une crise singulière. Comme il était dit précédemment, des crises, on en a connu dans le passé, on en reconnaîtra. Depuis le 11 septembre, la crise de 2003, la crise de 2008. Elle est singulière, cette crise, de par sa profondeur, de par sa durée et de par sa brutalité. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec 40% d'activité en moins. Du jour au lendemain, on a eu 90% des avions cloués au sol dans le monde. Donc on a lancé un certain nombre d'études, à commencer par des études de marché qui nous donnaient la tendance lourde. Et à l'issue de ces études, on est arrivé à la conclusion qu'au fond, il fallait différencier à la fois les zones géographiques. Ça ne reprend pas la même vitesse dans toutes les zones. Ça a repris un peu plus vite en Asie, ça reprend plus lentement en Europe. Et puis les segments de marché. Très clairement, on est arrivé à la conclusion que sur le segment monocouloir, qu'on appelle dans notre jargon aéronautique single aisle, c'est le segment des A320, A319, A321, ou chez Boeing des 737. Sur ce segment, on envisageait un retour au niveau 2019 en 2023. Et puis sur le segment des gros porteurs, qu'on appelle dans notre jargon les wide body, c'est les A330, les A350 ou les 777 chez Boeing. Là, c'est un retour au niveau 2019 aux environs de 2025. Donc, des retours à des niveaux différenciés. Je vous disais, durée de la crise et profondeur de la crise, moins 40% de niveau d'activité. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ça reprend un petit peu plus vite que prévu dans le domaine du 320. On avait dit que ça reprendra en 2023. On pense que dès mi-2022, on a matière à considérer qu'on est en situation de reprise marquée. En revanche, ça confirme nos prévisions sur les segments des gros porteurs, où on reste sur cette logique de reprise en 2025. Alors vous me demandiez, est-ce que ça a modifié notre stratégie ? D'une certaine manière, évidemment que ça a impacté notre stratégie de recrutement, notre stratégie d'intérim, notre stratégie de sous-traitance, notre stratégie de gestion de projet. En revanche, et très clairement, je vous disais qu'on est en situation de redémarrage sur le segment des monocouloirs, les single aisle. Et là, passé la période de crise où on a dû s'adapter, et s'adapter vite parce que la crise était très profonde, eh bien, il nous faut, puisqu'on envisage un redémarrage en 2023, anticiper le redémarrage. Et on est dans une phase où la tendance lourde, le mode majeur, c'est la dimension industrie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité, tant s'en faut, dans le domaine des bureaux d'études. Mais le mode majeur, c'est de réussir ce qu'on appelle le ramp-up, c'est-à-dire la remontée du niveau d'activité. Où on était en 2019 sur les single aisle à une cadence d'environ une soixantaine de machines produites et livrées par mois. On est tombé en dessous de 40 et on remonte pour rejoindre le niveau de 2019, voire le dépasser. Et donc notre stratégie, c'est de réussir ce ramp-up sur la dimension industrielle. Donc une tension aujourd'hui qui va être
de plus en plus accentuée sur les équipes de production, si je comprends bien. Oui, c'est très clairement un enjeu très très fort. C'est très clairement un enjeu très très fort, avec des métiers qui restent les mêmes globalement en production que ceux qu'on pouvait avoir avant et jusqu'en 2019, ouais. Mais avec une nécessité, à la fois au travers du pré-recrutement, mais aussi du recrutement, de staffer les jobs qu'on aura à pourvoir quand on aura atteint ces niveaux de cadence. Et une problématique liée à l'anticipation, puisqu'il y a un nécessaire parcours d'écolage avant d'être totalement opérationnel sur les chaînes de production. Donald Frati, est-ce que vous avez un message à adresser à la supply chain, à ces sous-traitants qui nous regardent aujourd'hui? C'est quoi le message? C'est préparez-vous, ça va repartir? Finalement, vous le formulez assez bien. Je vous remercie. Je peux prendre votre place. Il y a un avenir, et Laetitia le disait tout à l'heure, il y a un avenir qui est clair sur la filière aéronautique. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin à la radio, les propos de Boeing rejoignent les propos d'Airbus, où effectivement, on envisage des quantités d'avions à produire et à livrer dans les années qui viennent considérables. Donc oui, la filière aéronautique est extraordinairement porteuse. On a un sujet de mobilisation des compétences, de formation. Et là-dessus, l'enseignement, le campus des métiers et la métallurgie sont des relais de puissance extrêmement précieux. Marie-Laetitia? Oui, peut-être une réaction effectivement sur ce point, parce qu'on a affaire quand même à une filière très structurée. En Occitanie, vous venez de le préciser avec le campus, mais également avec ce rôle des têtes, des donneurs d'ordre qui sont capables d'impulser en fait presque une réalité, une stratégie industrielle dans le territoire. Donc ça c'est très important, et effectivement la qualité du dialogue dans des crises aussi longues, pouvoir embarquer avec vous et derrière vous toute la chaîne de supply chain, c'est quelque chose dont vous êtes très conscient, le groupe le joue, mais particulièrement dans cette période où en fait on n'est pas sur une visibilité, une compréhension facile, simple pour les TPE, PME de ce qui va se passer. Le rôle des donneurs d'ordre est clé. Et puis notamment, comme je l'évoquais, on l'a vu dans une autre mission encore sur les activités critiques de la métallurgie, dont l'aéronautique. Un certain nombre de problématiques sont clés. Pouvoir maintenir les savoir-faire traditionnels pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins. Le niveau de cybersécurité, et là-dessus, les donneurs d'ordre peuvent expliciter finalement le niveau de standard qu'ils souhaitent. Et du coup, tirer avec eux l'ensemble de la chaîne. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et bien voilà, alors vous avez une fenêtre pour pouvoir passer vos messages. Oui, Donald, je vous en prie. Alors justement, c'est une intervention appelle un complément, et je vais compléter l'intervention de Marie-Laetitia. Cette étude est précieuse parce qu'elle permet d'identifier justement les besoins en ressources et en formation. Et ça peut dégager des axes permettant d'envisager des formations, pourquoi pas communes, entre les grands donneurs d'ordre et certaines entreprises de la supply qui n'ont peut-être pas la taille critique pour designer une formation spécifique à leur entreprise, mais qui peut être designée soit au niveau du grand donneur d'ordre, soit même au niveau de la métallurgie, pour permettre au plus grand nombre d'acquérir les compétences dont on aura besoin demain. Donc oui, cette étude est doublement précieuse à cet égard. Et c'est là que la redynamisation du tissu industriel, en fait, ce n'est pas qu'une question de relocalisation, c'est bien une question de responsabilité dans le présent de tout le monde pour pouvoir saisir les opportunités. Et les grands leaders sont un maillon important. Alors justement, ça amène une question, du coup, votre intervention, Marie-Laetitia. Donald, est-ce que Airbus réfléchit à aider la filière sous-traitante, la supply chain, pour passer cette épreuve, cette période? Alors, déjà, il y a des liens extrêmement étroits entre notre direction des achats et notre supply. À la fois pour porter les messages d'Airbus en donnant les tendances lourdes en matière de segment d'activité, en matière de montée en cadence, mais aussi pour être à l'écoute des difficultés que cette supply peut rencontrer. J'évoquais à l'instant la possibilité, au travers de ces études, d'avoir une vision holistique des besoins en matière de formation,
ou de compétences au niveau de la filière pour pouvoir bâtir des programmes. C'est d'ailleurs dans cet esprit que des grands programmes au niveau européen comme Pact for Skills, qui sont relayés au niveau de la région, prévoient des budgets permettant de dispenser des actions de formation, des actions d'ajustement des compétences au niveau de l'ensemble d'une filière. Et c'est des choses sur lesquelles nous travaillons. Alors, dans le cadre du campus des métiers, dans le cadre des discussions que nous pouvons avoir avec la région, avec l'UIMM, avec le rectorat, et sur lesquels il y a matière à construire des programmes collectifs. Sur l'alternance également, je crois que vous intervenez aussi sur des sujets d'alternance pour former des étudiants. Alors, fortement. Et d'ailleurs, même au plus fort de la crise, même en période, vous savez qu'Airbus a fait un plan d'adaptation de ses effectifs, même au plus fort de cette crise, nous avons continué notre politique d'alternance, certes en diminuant l'amplitude, mais nous avons redémarré dès cette année sur des volumes plus élevés, avec vraiment la volonté de considérer l'alternance comme un élément clé dans notre politique de recrutement. Cette année, nous allons avoir de l'ordre de 400 alternants. Chaque année, nous recrutons une bonne partie de nos alternants. Et puis, il existe également un programme, alors qui est, je crois, insuffisamment utilisé et qui gagnerait à être développé, qui sont les parcours partagés d'alternance, qui permettent de mettre en place un contrat d'apprentissage où le jeune va pouvoir à la fois faire une partie de son alternance chez Airbus, mais une autre partie dans une entreprise de la supply chain. Et puis, je vous disais que nous recrutons un grand nombre de nos alternants, mais un grand nombre de nos alternants partent également dans les entreprises de la supply chaque année. Avant la crise de 2019, chaque année, nous organisions avec la métallurgie le printemps de l'alternance, qui était en gros un forum permettant aux jeunes qui n'étaient pas recrutés à l'issue de leur alternance chez Airbus de pouvoir être mis à disposition des entreprises du tissu industriel. C'est une initiative qu'il faut redémarrer si les protocoles sanitaires nous le permettent, puisque nous avions suspendu ces opérations en 2020 et en 2021. Mais il nous faut redémarrer ces opérations parce que ces jeunes formés en alternance chez nous peuvent tout à fait bénéficier, s'ils ne sont pas recrutés chez nous, aux entreprises du tissu industriel. Une question internaute avant de vous laisser à vos activités, Donald. Une question qui nous vient de nos spectateurs. Dans le cadre de la reprise qui se dessine plus rapide que prévu, y aura-t-il de nouveaux recrutements nécessitant des formations ? La réponse est oui. Il y aura des recrutements. Alors, aussi bien dans les domaines de production, donc aussi bien pour les personnels d'atelier, que pour les fonctions tertiaires. Donc oui, si l'activité redémarre, ça veut dire évidemment une politique de recrutement qui redémarre, avec une filière encore une fois, à laquelle nous accordons un prix tout particulier, qui est la filière de l'alternance, mais qui n'est pas la filière exclusive. Et puis, s'agissant des métiers, vous ne m'avez pas posé la question, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc je brûle de compléter par un élément. Mais je vous en prie, Donald. On fera demain les avions avec les mêmes métiers qu'on a aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas se la raconter. On aura toujours besoin d'ingénieurs, bureaux d'études, d'ajusteurs, structures, cellules. Les métiers restent les mêmes. En revanche, il faut noter l'émergence de nouveaux besoins. On parlait tout à l'heure de cybersécurité. On pourrait parler des métiers de la qualité, qui sont de plus en plus importants. Et puis, sur les métiers d'atelier, j'insisterai sur la polyvalence, c'est-à-dire la nécessité d'avoir une adaptabilité sur un type d'activité et sur un autre. En matière d'ingénieurs, pareil, on voit de plus en plus de besoins d'ingénieurs système. Donc, cette notion de polyvalence est une notion qui a été évoquée par Marie-Laetitia, sur laquelle j'insiste également. Quelques nouveaux métiers, quelques nouvelles compétences, quelques nouvelles façons d'acquérir ces compétences, mais globalement, les métiers pour faire un avion restent les métiers
d'hier pour un avenir prévisible au-delà de 2025-2030, c'est de la science-fiction. Donc je ne me prononcerai pas, mais pour l'heure, c'est les mêmes métiers. C'est les mêmes métiers. Et peut-être un complément sur les besoins en recrutement. C'est vrai que par rapport on va en parler juste après, mais je vous en prie. À l'évolution du besoin en compétences, dans l'enquête, en tout cas les entreprises ont bien précisé qu'elles ont des besoins, pas seulement pour les cadres, mais tout autant et dans des proportions relativement similaires de techniciens et d'ouvriers et d'opérateurs. Écoutez, on va en parler justement de ces besoins de formation, de compétences. Merci beaucoup, Donald Prati, d'avoir pu vous libérer pour cette émission. Je vous remercie de votre accueil. Merci infiniment et merci Marie-Laetitia Desrobert pour vos éclairages sur cette étude que vous avez menée. On va vous retrouver d'ailleurs dans le reportage qui va présenter les besoins en formation de la filière, en besoins en compétences. On se retrouve juste après avec vos questions que vous pouvez encore poser sur la plateforme de webinaire. A tout de suite, merci beaucoup. Merci beaucoup. Face à l'ampleur de la crise économique, un certain nombre de choix RH s'imposent. La priorité numéro 1, c'est d'adapter les effectifs au niveau d'activité. Alors, dans la période précédente, la difficulté était de trouver des collaborateurs pour pouvoir honorer les carnets de commandes. Là, évidemment, l'adaptation des effectifs est plutôt dans une logique baissière à l'évolution donc, des carnets de commandes. Deuxième priorité RH pour les établissements, eh bien, c'est la formation. Elle était déjà numéro 2, je dirais, dans les objectifs. Elle le reste parce qu'elle devient vraiment le levier pivot de cette adaptation, de cette agilité des entreprises. De fait, un établissement sur 4 envisage aujourd'hui de renforcer la polyvalence et la polycompétence de ses collaborateurs. C'est vraiment une évolution forte puisqu'avant la crise, seuls 10% des établissements envisageaient de le faire. Enfin, un établissement sur 6 souhaite mettre l'accent sur le renforcement de la mobilité interne des collaborateurs au sein de l'établissement, qu'il s'agisse des parcours professionnels ou d'évolutions fonctionnelles entre différents segments d'activité. En revanche, le recrutement et la fidélisation des collaborateurs, qui étaient vraiment les priorités RH dans la période pré-crise extrêmement dynamique en emploi, où il y avait des difficultés de recrutement, eh bien, ces mesures passent au second plan. La crise économique a eu une incidence forte, notamment sur l'emploi. En matière d'évolution des besoins en compétences, ce sont davantage les évolutions stratégiques de la filière, notamment les évolutions technologiques, qui expliquent l'évolution des besoins en compétences et ces compétences innovantes ou montantes que nous ont décrites les établissements. Dans le cadre de cette enquête, 25 compétences ont fait l'objet d'une attention particulière. Ces 25 compétences peuvent être rassemblées en 3 grandes familles. Tout d'abord, les compétences numériques autour du big data, de la cybersécurité ou de la maintenance prédictive. Deuxièmement, les autres compétences techniques, qu'il s'agisse des nouveaux matériaux, des nouvelles formes d'assemblage ou de l'usinage innovant. Et enfin, les compétences organisationnelles et RH. Au total, 90% des établissements de la filière aéronautique et spatiale en Occitanie anticipent des besoins de compétences innovantes ou montantes à l'horizon des 12-36 prochains mois. Un établissement sur 6 exprime des besoins d'évolution des compétences numériques de ses collaborateurs. Le premier domaine, c'est celui de la continuité numérique produit, qui concerne 40% des établissements. Arrive ensuite la cybersécurité, pour 34% des établissements, donc un établissement sur 3 en fait une priorité d'évolution des compétences de ses collaborateurs. Troisième compétence numérique, la data science, l'IA, pour 23% des établissements. Pour répondre à ces besoins, les entreprises envisagent en matière de continuité numérique produit de former principalement leurs collaborateurs en interne. En revanche, concernant les besoins en matière de cybersécurité, d'intelligence artificielle, big data et autres compétences fondamentales numériques, elles pourraient recourir soit à des recrutements de collaborateurs formés et complémentaires à leurs équipes actuelles, soit à des prestations externes auprès de start-up ou d'autres établissements. Concernant les autres compétences techniques, 7 établissements sur 10 envisagent une évolution des compétences de leurs collaborateurs. Premier domaine, l'usinage et le formage innovant, qui concerne donc 33% des établissements. Deuxième domaine, la fabrication additive, pour 30% des établissements.
Viennent ensuite les compétences relatives aux nouveaux matériaux et leurs assemblages innovants, donc les superalliages, composites, c'est le cas de 22% des établissements. Et enfin, les nouveaux traitements de surface pour 24% des établissements. Il s'agit vraiment de l'expression des besoins en formation, pour une part, ou en recrutement de nouveaux collaborateurs disposant de ces savoir-faire. Un établissement sur 4 envisage également de renforcer les compétences des collaborateurs en éco-conception des produits ou en matière d'écologie industrielle de son site de production. Troisième famille de compétences, les compétences organisationnelles. Un établissement sur 2 de la filière aéronautique et spatiale Occitane envisage de renforcer ses compétences. Premièrement, en matière d'amélioration continue et d'agilité. Deuxièmement, au niveau des relations clients-fournisseurs. Et enfin, concernant les nouvelles formes de collaboration, notamment à l'atelier. Pour ces compétences organisationnelles, le levier principal sera celui de la formation interne des collaborateurs. L'évolution des besoins en compétences autour de ces 3 grandes familles concerne des collaborateurs de tous les niveaux, dans des proportions assez proches, qu'il s'agisse d'opérateurs, de techniciens, de cadres, et assez proches aussi d'une famille à l'autre. Et globalement, si on veut avoir un peu une vision quantitative à l'échelle de la région, les besoins de formation seront légèrement supérieurs aux besoins de recrutement. Pour répondre à leurs besoins d'évolution des formations de leurs collaborateurs, les établissements gagneront à pouvoir s'appuyer sur une offre de formation adaptée. C'est la raison pour laquelle nous les avons interrogés sur leur appréciation des offres de formation pour chacune des 3 familles de compétences, numériques, techniques et organisationnelles. Seule la moitié des établissements se sont sentis en mesure d'exprimer cette évaluation. Globalement, l'offre de formation locale est plutôt satisfaisante, tant d'un point de vue quantitatif sur le nombre de places disponibles qu'en matière qualitative sur le fond des formations. Néanmoins, des marges de progression existent, notamment en matière de formation technique, puisque 40% des établissements estiment que sur certaines de ces compétences techniques, l'offre est soit insuffisante en place ou relativement inadaptée aux besoins qui sont les leurs. Plus généralement, les entreprises formulent 3 grandes attentes en matière de formation. D'une part, de renforcer la communication sur l'offre de formation disponible dans le domaine numérique. Par ailleurs, de pouvoir davantage réaliser ces formations en situation de travail, c'est tout l'enjeu de la FESP et de la connaissance de ce dispositif. Et enfin, de renforcer la modularité des formations pour pouvoir vraiment coller au mieux aux besoins de leurs collaborateurs, notamment dans le domaine technique. Et paradoxalement, elles ne demandent pas forcément des formations plus courtes, mais parfois justement plus longues, pour qu'il ne s'agisse pas simplement d'une sensibilisation, mais bien de la possibilité d'acquérir des gestes techniques nouveaux. De retour en direct sur ce plateau, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct et nous les traiterons avec nos invités qui sont sur ce plateau, qui sont prêtes à y répondre. Et j'ai le plaisir d'avoir de nouvelles invitées qui sont avec moi cet après-midi. Merci de nous avoir rejoints. Patricia Koch. Bonjour Patricia. Bonjour David, merci de nous accueillir. Mais avec grand plaisir. Vous êtes Patricia, directrice opérationnelle, campus des métiers et des qualifications excellence de l'aéronautique et du spatial. J'ai tout bon? Oui, des métiers bon. Et des qualifications. Et des qualifications. J'ai pas dit et des qualifications, dis donc. Il y avait un petit désordre. Ah, mais il y a un petit désordre, pas c'est pas grave. Il faut dire que c'est long, c'est pour ça, je me suis trompé. Pardonnez-moi, mais je crois savoir que vous êtes aussi détaché d'Airbus. Tout à donc, fait. Vous avez 2 casquettes aujourd'hui. Exactement. Donc je peux vous parler à la fois de ce qu'on fait sur le campus des métiers et puis en quoi c'est important pour Airbus de s'être investi dans ce dispositif. On va en parler. Voilà. On va en parler. Également avec nous, Christine Vauvan. Bonjour Christine. Bonjour David. Alors j'essaye de ne pas me tromper, mais ça va être plus simple. Vous êtes directrice générale, Christine, chez Transition Pro Occitanie. C'est parfait. On va parler avec vous des dispositifs très concrets qui sont prévus. On va aussi parler de vos visions, de l'évolution des besoins de formation et des compétences qu'on vient d'évoquer dans la pastille avec Marie-Laetitia Desrobert. Première question, Patricia, elle est pour vous. Est-ce que d'abord vous pouvez nous présenter ce campus des métiers et des qualifications excellence aéronautique et spatiale? Bien sûr. Donc en fait, les campus sont nés d'une initiative gouvernementale qui avait souhait d'apporter une solution par la formation aux besoins en emploi et compétences de filières porteuses d'emploi.
Donc l'idée, c'est de fédérer les acteurs de l'éducation nationale, tout niveau d'enseignement, et les industriels pour travailler sur les formations en partenariat pour répondre au mieux à ces besoins de compétences. Donc dès 2014, Airbus, bien sûr, a apporté son soutien à cette idée de monter un campus pour l'aéronautique et le spatial en Occitanie. Cette vocation de travailler sur les métiers, c'est quoi? On sent qu'il y a un désamour pour ces métiers, du coup il faut, faut travailler sur la communication autour de ces formations, il faut créer l'envie, alors que l'aéronautique, ça fait rêver, j'ai envie de dire. L'aéronautique, ça fait rêver, mais en fait, c'est vrai qu'on voit qu'on fait face maintenant parfois à un petit risque de désamour par rapport à un certain nombre. Voilà, c'est la tendance. Donc, on a besoin d'être très présent pour continuer à rendre nos métiers attractifs. Les formations qui y mènent attractives, il y a beaucoup de formations professionnelles. On connaît tout le travail à faire aussi sur les formations professionnelles. Il y a un risque par rapport à ça, très clairement, de même pas avoir les compétences. Donald a parlé de la montée en charge, du ramp-up. On a besoin de compétences et on a besoin des jeunes sur le marché du travail ou de gens en reconversion pour être capables de prendre ces postes. Donc effectivement, c'est un travail à faire main à main avec les industriels et l'éducation nationale ou tous les organismes de formation, quels qu'ils soient, qui forment à ces formations. Et alors comment cette crise, Patricia, a fait évoluer vos prévisions en termes d'évolution des compétences des salariés ou des futurs salariés? Alors, je dirais qu'en fait, c'est ce qui était démarré en termes de transformation. Comme on l'a dit, les compétences clés fondamentales, elles restent là, ce sont les mêmes. Les métiers, pour faire voler un avion, c'est toujours les mêmes. Pour le fabriquer, les compétences de base sont toujours les mêmes. Par contre, il vient s'en ajouter. C'était démarré avant la Covid. Par contre, ça s'est accéléré sur certains secteurs. En particulier, je citerai les besoins en polycompétences. Très clairement, aujourd'hui, ce qu'on attend d'un opérateur en production, c'est un peu plus que ce qu'il faisait avant, ou être capable de passer d'un poste à un autre en fonction de la charge et de ce qui se passe. Donc c'était déjà embryonnaire avant la crise, et du coup ça s'est accéléré. Pourquoi? Peut-être parce que du coup, il y a une revue différente de la manière dont on travaille. Du coup, on avait besoin effectivement de s'adapter beaucoup plus vite à des rythmes de cadence qui changent, donc avoir des personnes qui peuvent le faire. Après, il y a un autre aspect très important, c'est l'importance de la digitalisation. Donc effectivement, on a dû travailler différemment. C'était démarré également dans nos façons de concevoir les avions et de les produire, puisqu'on est une chaîne qui est numérisée du début de la conception jusqu'à suivre les avions en service. Ça appelle de nouvelles compétences. D'avions connectés. D'avions connectés aussi, ça c'est l'autre sujet, tout à fait. Les avions, donc du coup, pour permettre ça et être suivis d'un bout en bout, ils causent de plus en plus. Et ça veut dire qu'il faut protéger ces données. Donc là, on a parlé tout à l'heure déjà, la cybersécurité, ça devient des métiers clés. Donc on a des compétences spécifiques comme ça qu'on attend, et puis des compétences nouvelles pour les opérateurs, par exemple, d'être à l'aise avec la numérisation, avec la robotisation, ils deviennent des opérateurs de commandes numériques. Ils vont peut-être parfois moins manipulés par eux-mêmes, mais activer le robot. Donc des métiers qui évoluent un petit peu. Qui évoluent, dont les besoins ont été accélérés par cette période, mais qui étaient bien en ligne de mire avant. Alors, j'ai envie de vous poser une question, après j'en viendrai à vous, Christine, évidemment, avec des dispositifs très concrets que vous allez présenter. Mais Patricia, j'ai envie de parler à la casquette Airbus. Alors, on a parlé tout à l'heure avec Donald Prati sur sa vision, mais comment Airbus se prépare à l'évolution de ses compétences concrètement au quotidien? Alors, en accompagnant les jeunes et en s'assurant qu'on a le vivier des compétences auprès des jeunes qui vont monter. Parce qu'on ne va pas uniquement travailler avec nos salariés, on va continuer à recruter. Et pour ça, on travaille donc, d'où l'implication d'Airbus sur le campus des métiers. Et également à travers la formation continue. C'est clé, effectivement, d'avoir un vrai parcours de carrière pour tous nos salariés, de maintenir effectivement leur employabilité en leur proposant des formations qui vont pouvoir leur permettre de rester en poste ou d'évoluer à l'intérieur de l'entreprise. On sait vraiment que la fidélisation des salariés, elle passe par le fait de proposer des parcours de carrière qui soient intéressants, qui soient évolutifs. Et travailler aussi sur les sujets de responsabilité sociétale et environnementale, puisque c'est quelque chose que les jeunes cherchent aujourd'hui. C'est ça, c'est aussi de la marque employeur. C'est une stratégie profonde, mais également pour attirer aussi des jeunes générations qui sont très intéressées, très attirées par ces sujets. C'est ça, qui sont préoccupés par ça, et il faut qu'on puisse répondre à leurs questions. Pas seulement par nos produits qu'on décarbone, mais aussi par la façon dont on approche l'entreprise et ce qu'on leur propose au sein de l'entreprise. On a une question de Jean-Marc Denis qui nous regarde actuellement, qu'on salue. Est-ce que vous pensez que les filières de formation soient en phase avec les besoins de la digitalisation de la profession ? Est-ce que le compte y est ? Alors,
On y travaille, je vais dire, très honnêtement. Donc pas tout à fait, mais on y travaille. Mais on y travaille. On a de plus en plus d'outils qui nous permettent effectivement d'insuffler effectivement de nouvelles façons de former et de proposer, d'équiper des plateaux techniques pour que les jeunes, effectivement, ils expérimentent dès la formation un environnement qui sera proche de celui qu'ils vont vivre dans l'entreprise demain. Donc, comment vous exploitez les résultats qui ont été présentés encore dans la capsule et voilà, de cette étude plus largement dans vos réflexions au campus des métiers? Alors, bon, on a un plan d'action qui est établi au campus tous les ans avec un comité stratégique, avec les acteurs clés, les membres fondateurs du campus. Et ça nous permet en fait de l'ajuster pour savoir effectivement que les actions qui sont en cours collent au mieux aux besoins et aux réalités de ce que vivent les entreprises. Donc, entre autres, ça nous permet de voir les formations qui aujourd'hui pourraient manquer ou qui sont mal connues des entreprises. D'accord, très clair. J'ai envie qu'on parle maintenant du dispositif Transco. Christine Vauvan, vous êtes directrice générale et vous allez m'expliquer, j'espère, ce dispositif concrètement, comment ce dispositif peut aider les salariés, les entreprises, comment ça marche? Alors, face à une crise inédite, Transco est né d'une co-construction entre l'État et les partenaires sociaux fin 2020. Il a été lancé en région en février 2021. Il a été construit pour accompagner la reconversion des salariés, des entreprises qui connaissent aujourd'hui, dans le cadre de cette crise-là, une baisse d'activité ou un changement lié aux mutations économiques. France Relance, dans le cadre de France Relance, il y a une dotation financière assez conséquente et qui est de 500 millions d'euros, voilà, pour financer ces reconversions de salariés dont l'emploi est menacé par la crise et pour les orienter vers des métiers qui sont porteurs dans leur bassin d'emploi. Alors, ce dispositif a été confié au réseau des associations Transition Pro avec sa tête de réseau Certif Pro. Il est coordonné en région avec les DRETS. AT Pro Occitanie et la DRETS Occitanie travaillent main dans la main pour coordonner toutes les parties prenantes de ce dispositif. Alors, et vous, votre rôle, c'est aussi d'être financeur. Et voilà, c'est nous qui avons l'enveloppe. C'est vous qui avez l'enveloppe, donc il faut bien la distribuer, cette enveloppe. C'est ça, et on n'a pas les 500 millions d'euros, mais voilà. En plusieurs coupures, en plusieurs fois. Voilà, c'est le poids de la région, et poids, on sait que l'Occitanie a un poids important pour la région, pour la filière. Voilà. Alors concrètement, ce dispositif Transco, qu'est-ce qu'il permet pour les salariés, pour les entreprises? Il a beaucoup, il est très concret, et il a un avantage, c'est que le salarié qui va s'engager dans ce parcours de reconversion, c'est un choix personnel, c'est volontaire et c'est un choix personnel, reste acteur de son parcours professionnel. Il va être accompagné tout du long dans un parcours sécurisé avec un conseiller en évolution professionnelle. Il va aussi avoir le maintien de sa rémunération, alors selon certaines conditions, parce que voilà, il y a des modalités, le maintien de son contrat de travail, et on va financer, en tout cas pour les entreprises de moins de 300, le parcours pratiquement à 100%. D'accord, donc on peut évoluer vers d'autres activités, d'autres fonctions, une autre carrière éventuellement, dans le prolongement, en rupture, enfin peu importe. En tout cas, vous accompagnez ça sur 2 ans, avec un maintien de salaire, avec une formation, un contrat de travail. Maintien de salaire, on finance tous les frais pédagogiques jusqu'à 24 mois maximum. Ouais. Et le parcours est sécurisé pour le salarié, il n'est pas seul, il est accompagné par les CEP, par Transition Pro aussi, et il peut se consacrer totalement à sa formation et pour ensuite, à la fin, faire le choix de rester dans sa propre entreprise ou de passer dans une autre entreprise qui va le recruter sur son nouvel emploi. D'accord. Voilà, il est libre et... Est-ce qu'on ne déshabille pas un peu, Paul, pour habiller Pierre avec ce dispositif? Est-ce que Transco ne permet pas d'être un risque en cas de reprise s'il y a plusieurs personnes qui, du coup, sont reconverties dans d'autres filières, dans d'autres métiers? Finalement, peut-être qu'on va être pénurique sur certains métiers, non? Non, parce que de toute façon, un salarié qui est démotivé, qui n'a plus envie de rester dans son entreprise pour les raisons qui lui appartiennent, de toute façon, soit il reste dans un coin et il n'est pas performant, soit il va se développer, travailler ses compétences, travailler son employabilité à un projet qui le porte vraiment.
et rebondir dans une vie professionnelle. Après, donc mieux vaut l'accompagner, en fait, c'est ça. Voilà, Ouais. alors qu'il peut rester, par le biais de Transco, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de sens interdit. On sort d'une filière, on rentre dans une autre, mais dans un autre parcours, on peut revenir tout à fait. On peut revenir dans l'aéronautique, on peut faire des allers-retours. Bien sûr, ça, hein, je vous vois opiner, on est d'accord. Et c'est très riche aussi. Et ça apporte effectivement des expériences inter-filières et c'est très intéressant. Ouais. Et justement, est-ce que vous avez des expériences à nous partager, des cas concrets d'expériences de collaborateurs, de collaboratrices qui sont passés par ce type de dispositif, qui ont découvert Oui, alors depuis la loi du 5 septembre 2019, Transition Pro Occitanie finance les projets de transition professionnelle, mais dans un cadre de transition professionnelle pas subi. Oui, voilà, c'est choisi. Et on a de très très beaux parcours qui sont intéressants. Et dans les argumentations des bénéficiaires qui déposent leur dossier, on a de jolis témoignages et des opportunités de la vie qui font qu'à un moment donné, on va se lancer dans ce projet-là, on va le construire, on va le sécuriser et puis on va passer de, je ne sais pas, quelqu'un qui est ingénieur, qui va vouloir élever ou faire des fromages au fin fond de Midi-Pyrénées. Donc ça peut être aussi large que ça, effectivement. Oui, et c'est des vrais métiers, et c'est des vrais, voilà, c'est des vrais fromages et des bons fromages. Mais la reconversion est choisie. Oui. Dans les métiers là, où on peut être force de proposition aussi dans Transco, c'est que c'est des métiers porteurs, donc des métiers identifiés comme étant recruteurs et qui, dans une même filière, peuvent aussi trouver leur sens. Un ingénieur de prod demain peut se dire j'ai envie de travailler à la contrôle qualité. Et je reste dans la même filière, je peux rester dans une entreprise différente parce qu'il y a d'autres dispositifs pour faire de la mobilité interne. Transco ne le permet pas, mais voilà, on peut s'appuyer aussi sur notre dispositif. Mais Transco permet cette capacité à rester dans une même filière ou en changer en toute liberté. Est-ce que vous orientez, vous, en fonction des filières? Il y a des filières qui souffrent peut-être moins que d'autres. Est-ce que, alors vous, peut-être financière, peut-être pas, mais est-ce qu'il y a des consignes, des orientations particulières qui peuvent être pensées par les salariés en termes de choix de filières, de secteurs? Normalement, les CEP, les conseillers en évolution professionnelle, qui accompagnent tout du long le parcours du salarié, sont en capacité aussi de conseiller. Et puis c'est au cas par cas, j'imagine. Voilà. Et puis si un salarié a vraiment envie d'aller là, il y va, mais on va sécuriser aussi le fait qu'il y aille et que le retour à l'emploi derrière est cohérent. Ok, on a bien compris. Si vous nous regardez, vous êtes salarié et que vous avez envie d'entamer une évolution dans votre carrière à moyen terme, parce qu'on parle d'un horizon de 2 ans, il y a ce dispositif qui existe et qui peut vous accompagner. Pour ça, j'ai tout compris? Alors oui, je voulais pas juste tout à fait, j'ai l'impression. Précisez. Il y a des avantages pour les salariés, mais on pense aussi aux employeurs, aux employeurs qui sont obligés de se séparer de ces salariés-là, contraints et forcés. Donc, avec ce dispositif Transco, ils vont pouvoir éviter les PSE, ils vont pouvoir éviter de licenciés économiques, ils vont aussi pouvoir avoir le temps pendant 24 mois de se dire il y a peut-être d'autres perspectives. Ouais. Et en 24 mois, on l'a dit avec nos différents intervenants, que les choses peuvent bouger, surtout dans une région qui bouge aussi vite que l'Occitanie. Et puis, ils peuvent renouer aussi avec le dialogue social sur des sujets d'emploi, etc. Mais il y a aussi d'autres parties prenantes. C'est dans des entreprises qui recrutent, qui, elles, vont bénéficier de salariés qui arrivent formés, prêts, à mettre en œuvre leurs compétences sur des compétences bien attendues. Donc les métiers porteurs auront fait leur chemin. Et, voilà. Et enfin, un dernier avantage pour le territoire, c'est de conserver les compétences et les emplois au sein du bassin d'emploi. Ouais. Voilà. Ouais. Très clair. Est-ce que vous avez un mot pour conclure cette partie? On rappelle que si vous vous êtes intéressé pour comprendre un petit peu les besoins d'évolution des métiers, des compétences, découvrir les formations, vous allez voir Patricia. Bienvenue au campus. Au campus des métiers, vous pourrez un peu découvrir. Il y a un site internet sur lequel on peut accéder avec tout le corpus documentaire qui permet de comprendre. Et peut-être bientôt, il n'y aura plus du tout de problème entre les besoins de formation digitale et les besoins de compétences digitales dans les métiers. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Tout à fait. Et en guise de conclusion, on peut dire à chacun de s'intéresser à ce dispositif Transco? Oui, si je peux me permettre, c'est que Transco est un dispositif nouveau
innovant socialement parlant et en expérimentation. Et il faut que les entreprises puissent s'appuyer, les entreprises, les salariés, les territoires. Et en Occitanie, il y a des plateformes territoriales qui se sont mises en place pour travailler autour de ces sujets. Et la force d'Occitanie, c'est cette dynamique qui a mis toutes les parties prenantes, les partenaires de l'emploi, de la formation, les régions, autour de la table. À tous, on fait un travail incroyable, chacun avec son périmètre. Et voilà, on est en train de construire quelque chose, à mon sens, qui va pouvoir être efficace très rapidement. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Au service des entreprises, des salariés et des territoires. Merci beaucoup pour votre plaisir. intervention. Je rappelle que vous êtes l'une et l'autre venues sur ce plateau et je vous remercie. Christine Vauban, vous êtes directrice générale de ce dispositif que vous nous avez présenté. Et je vous remercie infiniment, encore une fois. Merci. Patricia Coche, merci également d'être intervenue sur ce plateau. Alors, vous venez de loin, donc c'est assez agréable. Et je rappelle que vous êtes directrice déléguée du Opérationnel, du campus des métiers des qualifications, excellence aéronautique et spatiale. Moi, j'ai abandonné d'essayer de le dire, c'est trop long. C'est clair, on a bien compris ce que vous faites. Merci à toutes les deux. Merci. On va conclure l'émission. Merci à vous. Merci bien. On va conclure l'émission ensemble avec, on va terminer avec Hugo Douard et Christophe Abella qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Je vous en prie, mesdames, merci beaucoup. On va terminer sur peut-être des dispositifs complémentaires. On va terminer également avec vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser. Il reste encore quelques minutes ensemble. Et on va retrouver, je vous le disais, Christophe Abella et Hugo Douard pour clôturer cette émission, pour s'interroger sur ce que vous en avez retenu l'un et l'autre. Voilà, question collégiale. On va commencer par vous. Peut-être Hugo, voilà, au hasard. Qu'est-ce que vous avez retenu au premier lieu? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce plateau. Ouais. L'étude est très intéressante. Les intervenants ont donné beaucoup d'éléments. Ce qu'on en retient, c'est qu'il existe des besoins en compétences qui sont récurrents, qui sont permanents, c'est-à-dire qui existaient avant la crise, qui existent encore aujourd'hui et sur lesquels il faut qu'on continue à produire nos efforts, c'est-à-dire que la région continuera à financer des formations professionnelles pour les demandeurs d'emploi, continuera à promouvoir l'apprentissage, continuera à soutenir les entreprises de la filière et sur des métiers et des besoins qu'on connaît, la maintenance, la production, l'usinage, il en a été question tout à l'heure. Ouais. Et on retient aussi qu'il y a des besoins nouveaux que la crise a accélérés. Il y a des transformations qui ont été plus rapides que ce qu'on pouvait imaginer avant la crise. On pense évidemment au digital, au numérique, ça a été dit, la cybersécurité par exemple. On pense aussi à la transition écologique et énergétique. La filière est engagée dans aussi une évolution de son modèle et la région accompagne ces évolutions-là. Je pense à une entreprise qui est à Toulouse très en pointe sur l'avion du futur, Aura Aéro, et que nous soutenons. Voilà, ce sont aussi des nouveaux besoins en compétences qu'il faut accompagner. Christophe ? Moi, je rejoins un petit peu ce que dit Hugo, évidemment. Et plus globalement, je tiens à rappeler que les problématiques de recrutement avant la crise étaient très sérieuses dans le secteur aéronautique. Donc, ce type d'enquête nous permet d'anticiper. Donald Frati l'a rappelé. C'est très important parce que c'est ce qui nous permet, c'est un des seuls outils qui nous permet déjà d'emmener les différents acteurs au démarrage et de réduire cet effet pénurie de compétences qui finalement freine l'économie locale. Ouais. On sent vraiment un enjeu majeur de travailler ensemble et c'est la raison pour laquelle aussi il y a eu beaucoup d'intervenantes également sur ce plateau. On sent vraiment une démarche collégiale. Est-ce que cette démarche collégiale aboutit sur des dispositifs? Et j'imagine que oui, vous allez nous les présenter, Christophe. Alors, déjà, on peut parler du travail ensemble. Je pense que c'est important. Je pense en région Occitanie, on a des partenaires emploi-formation qui travaillent ensemble depuis maintenant un certain nombre d'années. La crise a renforcé ce travail collaboratif. Je prends un exemple. Alors, c'est pas un exemple, c'est pas un dispositif qui est né suite à cette enquête, mais qui est né plutôt en réponse à la crise, qui est le dispositif Passerelle Industrie. On est en Occitanie, les 10 branches industrielles présentes en Occitanie se réunissent dans le cadre du collectif France Industrie Occitanie en plein premier confinement en disant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire
pour accompagner un peu les contractions de personnel, etc. Et surtout avec l'idée de préserver les compétences industrielles, parce qu'on a eu quand même pas mal de difficultés. On est allé chercher, donc avec la région notamment, mais des demandeurs et Pôle emploi, des demandeurs d'emploi, pour les former, pour les professionnaliser, les faire les intégrer dans nos entreprises. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas perdre cet ADN industriel? Et on a créé ce dispositif Passerelle Industrie qui permet aux salariés effectivement de quitter une entreprise, peut-être de la métallurgie, pour aller vers une de la chimie ou de la plasturgie. Avec une approche territoriale forte, du coup, est-ce qu'on peut détailler ce dispositif, Hugo? Alors oui, Christophe l'a dit, c'est permettre à des salariés qui sont dans une entreprise en difficulté d'aller vers une entreprise qui a des besoins en compétences, d'où le nom Passerelle Industrie, avec une approche territoriale. C'est vrai que les bassins, ça a été dit tout à l'heure, les bassins d'emploi n'ont pas réagi de la même façon face à la crise. La situation à Toulouse n'est pas la même que sur le bassin de Tarbes ou sur la Mécanique Vallée, autour de Figeac. Donc une approche territorialisée. Nous, région, on a été très vite séduits par ce dispositif Passerelle Industrie, donc on le soutient. Et on permet donc à des salariés de se diriger vers des entreprises qui ont des besoins. Quelle que soit l'industrie, les 10 branches industrielles qui sont sous la bannière de France Industrie. Soit par la voie du reclassement, c'est-à-dire un recrutement classique, soit dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre. Un prêt de main-d'œuvre. Voilà. Ok, très bien. Est-ce qu'on a des premiers effets de dispositifs, des belles histoires? Alors, il y a de belles histoires, il y a effectivement du reclassement, il y a des prêts de main-d'œuvre, il y a vraiment une accentuation de cette logique territoriale. C'est important parce que ça veut dire qu'il y a des entreprises qui, forcément, ne se connaissent pas. Elles se connaissent quand elles sont sur le même bassin d'emploi, mais elles ne travaillent pas forcément ensemble. Il n'y a pas de pont forcément qui était organisé. Pas forcément. Là, il y a eu des entreprises qui se sont rapprochées, et ça, c'est les effets induits de Passerelle Industrie. Voilà. Après, un travail de terrain, il y a des conseillers qui sont au plus proche des entreprises, avec une remontée dynamique des informations, des personnes qui sont du coup disponibles, des entreprises qui recrutent. Vraiment, je pense qu'on a passé un cap là avec ce dispositif d'un point de vue de l'organisation de l'emploi territorial. Territorial. Est-ce que un exemple pour compléter ce que Christophe vient d'indiquer, l'entreprise CAF à Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, qui est une entreprise industrielle importante dans le secteur du ferroviaire et qui est en plein développement et qui a trouvé des compétences grâce à ce dispositif Passerelle Industrie en accueillant des salariés en prêt de main-d'œuvre. Est-ce que pour vous, au niveau de la région, vous avez le sentiment que les dispositifs sont suffisants pour avancer? Il faut peut-être les renforcer, les faire avancer, ou est-ce que vous travaillez sur d'autres leviers? Alors, il existe beaucoup de dispositifs. On travaille aussi à leur mise en cohérence. Il faut toujours les faire connaître. Je crois que les entreprises ne les connaissent pas suffisamment, les salariés non plus, les demandeurs d'emploi non plus. Donc on est là pour ça. Un défi permanent pour nous de mieux faire connaître, de mieux expliquer ce qui existe. Après, des nouvelles initiatives, il y en a aussi. Tout à l'heure, j'ai indiqué la nécessité d'accompagner la filière sur la question de la transition écologique et énergétique. À la région, on travaille aujourd'hui sur l'accompagnement des besoins des entreprises dites à impact positif. On travaillait sur les questions de responsabilité sociale des entreprises, de nouveaux besoins liés justement à l'évolution des métiers liés à la transition énergétique. Et voilà, on met en place une démarche nouvelle d'accompagnement des entreprises sur ce sujet-là. D'accord, donc ça va encore des choses qui arrivent. J'aimerais juste, avant qu'on se quitte, de bien différencier les deux dispositifs dont on a parlé aujourd'hui. Je pense que c'est important. On parle de communication autour de ces dispositifs, de les mises en cohérence, et j'aimerais pas que nos personnes qui sont derrière leurs écrans disent « j'ai rien compris, il y a trop de dispositifs ». Donc Christophe, est-ce qu'on peut bien différencier Passerelle Industrie et Transco, dont on a évoqué il y a quelques minutes? Oui, je pense que ce sont des dispositifs qui sont complémentaires. Passerelle Industrie, on le voit bien, c'est une réponse à la crise. C'est l'idée de garder les compétences industrielles. C'est l'idée qu'un salarié, il travaille dans une entreprise industrielle, il aime son métier, mais voilà, le fait c'est que son entreprise pour l'instant ne peut pas le conserver, il y a une baisse d'activité, soit c'est momentané, elle passe sur un prêt de main-d'œuvre, soit on est sur du reclassement. Mais il aime son métier, il reste dans l'industrie et on garde les compétences industrielles. Encore une fois, on a fait un gros travail collectif pour former tous ces salariés dans l'industrie. Donc ça, c'est Passerelle, c'est tout de suite. C'est une réponse tout de suite. Transco, il me semble, il y a une notion supplémentaire d'anticipation. Il y a une notion aussi de dire... de gestion de carrière. De gestion de carrière, il y a des métiers qui seront des compétences
compétences qui sont fragilisées, il faut anticiper. Il y a de la formation, hein, c'est quand même aussi une vraie différence. Il y a l'accompagnement formation qui peut aller jusqu'à la reconversion finalement. Donc des dispositifs qui sont sur des temporalités différentes. D'accord. Dernière question avant de se quitter, est-ce qu'on a un message, est-ce qu'on a des ondes positives à partager à celles et ceux qui nous regardent pour espérer de lendemains meilleurs? Et on a entendu que la reprise arrive plus tôt que prévu, en tout cas sur les chaînes de production Airbus, c'est ce qui va se passer d'après ce qu'on a compris. Quel serait votre message? On va terminer sur une belle note, j'espère. Moi, Christophe Abella. On a entendu Donald Frati avec les cadences qui reprennent. On ne doute pas de la reprise, évidemment. Je pense que quand on est chef d'entreprise, on est forcément optimiste. Je pense que sinon, on ferait un autre métier. Moi, j'aurais tendance à vouloir dire aux entreprises, pour celles qui ont commencé à se préparer, continuer. Celles qui n'ont pas démarré ou qui sont en train d'y réfléchir, il faut y aller et faisons-le ensemble, préparons les compétences dont on aura besoin pour la reprise et pour éviter de se retrouver effectivement bloqué par un problème de compétences. Voilà. Hugo? Mais je partage l'analyse. On voit que la reprise, elle est peut-être plus rapide que ce qu'on avait imaginé. Si on avait eu cette discussion il y a 6 mois, on n'aurait peut-être pas eu la même réponse. Aujourd'hui, c'est plutôt positif de voir que ça repart plus vite, tant mieux. Il va falloir que ça profite à un maximum d'entreprises et peut-être à toutes les entreprises de la supply chain, donc on est vigilant. Et puis après, des défis intéressants à relever en matière de réponse aux besoins en compétences, c'est tout l'objet de cette émission. Et voilà, de dire peut-être que les entreprises et les salariés de la filière aéronautique et spatiale peuvent compter sur la branche, sur l'UIMM Occitanie, sur la région, sur l'ensemble du collectif Transition Pro, le campus des métiers et des qualifications. On travaille ensemble en PAC, comme on dit à Toulouse. Tenez bon, on est en PAC comme au rugby. En tout cas, c'est le message que vous adresse Hugo Douard. Merci Hugo. Je rappelle que vous êtes directeur délégué à l'emploi et la formation dans la région Occitanie. Merci infiniment pour ces belles paroles et pour votre intervention. Et merci Christophe Abella. Je rappelle que vous êtes directeur emploi formation à l'UIMM Occitanie. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis malgré les quelques minutes de retard. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci pour vos questions. N'hésitez pas à noter ce webinaire s'il vous a plu et n'hésitez pas à le repartager avec votre réseau professionnel proche. J'imagine que les informations qui ont émané de ce webinaire vous ont intéressé. En tout cas, cette enquête riche mérite qu'on en discute. Voilà, méritait qu'on mette l'emphase sur ces résultats et sur ces perspectives positives qui s'offrent. En tout cas, on l'espère très rapidement sur la filière. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décryptage.